Bonjour et bienvenue dans un podcast exceptionnel. Aujourd'hui, notre invité est Shlomo Sand, professeur à l'Université de Tel Aviv, auteur de très nombreux ouvrages qui ont fait polémique en Israël et bien au-delà. Shlomo Sand se distingue par son attitude en essayant de revisiter à travers des faits historiques, des fouilles archéologiques, l'exil et le mythe qui l'a suivi, qui est aujourd'hui le fondement de la politique sioniste. Shlomo Sand a une parole qui aujourd'hui est nécessaire pour comprendre non seulement ce qui se passe sur le terrain d'un point de vue militaire et politique et aussi international, mais aussi, et peut-être d'une manière plus importante encore, ce qui se passe dans la tête des Israéliens, dans la tête des Arabo-Israéliens, et tenter de comprendre quelles sont les perspectives qui s'offrent à eux. Très pessimiste de son propre aveu, mais aussi refusant d'être fataliste, la parole de Sand aujourd'hui nous éclaire et nous permet de comprendre ce qui se passe. Excellent podcast, à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Ruch et Lofer. Nous avons aujourd'hui l'immense plaisir et honneur de recevoir parmi nous le professeur Shlomo Sand de la faculté d'histoire de Tel Aviv. Shlomo Sand est une personnalité connue pour ceux qui s'intéressent à Israël, auteur de nombreux ouvrages qui ont fait beaucoup de bruit, notamment Comment le peuple juif fut inventé, Comment j'ai cessé d'être juif, et l'année dernière, un ouvrage qui est dans l'actualité de ce qui est en train de se passer, Deux peuples pour un État, relire l'histoire du sionisme. Shlomo Sand fait partie de ces Israéliens qui sont en opposition non seulement avec la guerre actuelle, mais avec le gouvernement, mais surtout d'une manière beaucoup plus profonde, avec une certaine idée d'Israël qui est véhiculée par l'histoire du mythe du retour. Son livre « Comment le peuple juif fut inventé » se veut une déconstruction non pas d'opinion, mais une déconstruction scientifique, documentée, soutenue par des faits, de ce qu'on a appelé le mythe de l'exil de l'an 70 après Jésus-Christ, et donc de cette exigence sur laquelle se base le sionisme, c'est-à-dire le droit au retour à la terre. Shlomo Sand a une réflexion sur toutes ces questions qui est à la fois très originale et personnelle, mais aussi toujours, et c'est ça qui lui donne, je pense, son autorité, fondée sur des faits, sur de la recherche universitaire et sur des fouilles archéologiques. Nous avons eu l'idée de faire appel à Shlomo Sand aujourd'hui pour nous éclairer, parce que, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui en Israël n'est pas qu'une guerre atroce et inique, mais aussi, au-delà de cela, un début ou en tout cas une perspective de transformation de la société israélienne, divisée en son sein de plus en plus entre ceux qui veulent continuer la guerre et ceux qui veulent l'arrêter pour récupérer les otages. Il y a un an, un sondage indiquait que 59% des Israéliens désiraient continuer la guerre, quoi que ce soit, coûte que coûte. Aujourd'hui, cette proportion est exactement inverse. 59% des Israéliens déclarent que un cessez-le-feu serait nécessaire de manière à pouvoir récupérer les otages. Toutes ces questions ramènent en fait à la réalité d'Israël en tant que projet politique. Et c'est sur cette question de projet politique israélien que Shlomo Sand a acquis son autorité depuis tant de décennies. Et c'est pour ça que nous sommes heureux de l'accueillir. Shlomo Sand, vous êtes aujourd'hui à Nice. Je voudrais commencer par vous demander quel est votre sentiment ces jours où tellement de choses se passent en Israël tous les jours qui semblent autant porteuses d'espoir que de désespoir. Je suis profondément pessimiste, même qu'il y a beaucoup d'Israéliens aujourd'hui qui se réveillent, qui protestent et qui vont assez loin au point de vue des critiques de pouvoir et même des histoires d'Israël. Mais je suis pessimiste, profondeur, parce que les deux côtés,
côté israélien et côté palestinien, on ne se reconnaissent pas. L'Israélien ne connaît pas vraiment une identité palestinienne existante. Hélas, même les gentils, et je vais revenir à ça plus tard, qui parlent sur deux États, ne reconnaissent pas vraiment ni l'histoire des conflits, ni l'identité palestinienne qui vit pas seulement à côté de nous, mais entre nous. Et d'autre côté, quoi ce pessimisme? Les Palestiniens aussi aujourd'hui, plus que jamais, n'acceptent pas l'identité israélienne. Ils ont plein de raisons de ne pas accepter l'identité israélienne, mais il n'y aura pas un compromis historique sans une reconnaissance mutuelle. C'est clair pour moi, déjà des années, et c'est clair aujourd'hui. Sans reconnaissance mutuelle entre deux identités qui existent entre la mer et la rivière, il n'y aura pas un compromis historique. C'est ça qui me fait. Parce que d'un côté, nous avons un pouvoir israélien, une droite et aussi une droite religieuse qui ne comprend pas les termes palestiniens de tout. Et d'autre côté, si vous voulez, aujourd'hui, probablement, la majorité des Palestiniens s'identifient plus ou moins avec le Hamas. Je lis les programmes de Hamas. Ce n'est pas l'atrocité de 7 octobre qui me fait être critique en face de Hamas. Parce que vous savez, dans l'histoire, comme historien, je peux vous dire que les oppresseurs qui se révoltaient, les oppresseurs et les opprimés qui se révoltaient dans l'histoire étaient presque toujours cruels comme les oppresseurs. Dans ce cas-là, on trouve une fois de plus que les opprimés qui se révoltent peut être très cruel. Ce n'est pas ça qui me rend tellement pessimiste. C'est le fait que les programmes de Hamas, il y a une négation totale des israélisme, de l'identité israélienne dans la terre de Palestine, entre la mer et la rivière. Sacré pour les Hamas. Une identité israélienne ne peut pas exister en Palestine. Bon, il y a des autres, bien sûr, du côté. Il y a des autres, mais pour le moment, ils sont de minorité. D'un côté et de l'autre côté. Et la reconnaissance d'identité israélienne, j'exige, même que je sais qu'Israël est cruel, qu'il amène une guerre terrible, j'insiste qu'il n'y aura pas de solution sans reconnaissance mutuelle. Voilà. Est-ce qu'il est correct de vous définir de cette façon tout à fait particulière qui est d'être un Israélien patriote, non juif? Vous savez, la plupart de mes recherches tournent autour des questions nationales et les questions de patriotisme. Donc, j'hésite beaucoup avec le mot patriote. Je suis beaucoup plus humaniste que patriote. Et je sais que dans l'histoire moderne, le mot patriote était utilisé à travers beaucoup de légendes, des mythes, etc. Donc, je suis très prudent. Le fait que j'insiste que les Palestiniens, hélas, doivent reconnaître l'identité israélienne, vous pouvez me classer comme patriote. Et je dis qu'il n'y aura pas une solution sans reconnaissance mutuelle. Il y avait autrefois plus de Palestiniens qui ont reconnu l'identité israélienne, malgré le fait que l'identité israélienne était créée par la colonisation sioniste. D'ailleurs, les deux identités, les deux peuples, après mes analyses, étaient créés à cause de la colonisation sioniste. Mais c'est un fait. Donc, je suis beaucoup plus, si vous avez utilisé le mot patriote, je suis beaucoup plus internationaliste, si je prends cette définition ancienne, et beaucoup plus que patriote. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous avez dit, professeur. Alors, on sait que le gouvernement israélien actuel a même fait passer une loi en juillet de l'année dernière à la Knesset
pour dire qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien. Donc il y a effectivement un problème de reconnaissance, en tout cas au sein des autorités israéliennes actuelles, du fait palestinien, de la réalité palestinienne. De l'autre côté, Yasser Arafat, à l'époque de l'OLP, et je crois que c'est encore toujours la position de l'OLP, avait accepté la réalité israélienne, le fait qu'il y avait un État israélien qui a le droit à l'existence. Par contre, le Hamas n'a jamais franchi ce pas, effectivement. Maintenant, quand vous parlez du Hamas, est-ce que vous faites référence à la charte d'origine, qui est effectivement, on peut même dire antisémite, parce que ça appelle à tuer des juifs, en tout cas au début, ou ce document un peu novateur qui a été publié en 2017, où le Hamas accepte l'hypothèse d'un État palestinien dans les frontières de 1967 comme une trêve de très très longue durée. Et moi, quand je demandais aux leaders du Hamas, pourquoi vous ne pouvez pas dire que de l'autre côté de la frontière de 1967, il y a un État qui s'appelle Israël, et les leaders du Hamas, qui vivent encore d'ailleurs, ils n'ont pas été tués depuis, me disaient, mais il faut bien laisser quelque chose à la négociation finale. C'est ce genre de discussion qui m'a donné un peu d'espoir. C'était une autre période, c'était avant la radicalisation du mouvement avec l'arrivée de Sinoir au pouvoir, bien avant le 7 octobre, évidemment. Mais la question, c'est est-ce que le Hamas est compatible à une solution à deux États ou à une solution binationale, comme vous semblez la prôner maintenant? Je n'ai pas confiance ni au gouvernement israélien ni à Hamas. Les changements des 17, oui, j'ai suivi ce changement qui est tactique, même pas stratégique, et qui reconnaît, c'est-à-dire indirectement l'État d'Israël sans reconnaître l'identité israélienne, le peuple israélien. Pour le Hamas, il n'y a pas un peuple israélien. Exactement comme pour Netanyahou et une grande majorité d'Israéliens, il n'y a pas vraiment un peuple palestinien. Donc, je suis ravi qu'il y a certaines, élasticité dans les nouvelles démarches de Hamas. Et je suis parfois pour une mauvaise paix en place de la guerre. Une mauvaise paix. Pourquoi je parle? Je comprends que c'est difficile à accepter l'identité israélienne. Le fait que le sionisme a créé un peuple israélien avec une langue, culture et un attachement à la terre aussi. Maintenant, pour la remarque, je suis pas contre deux États, je suis pour deux États, mais je crois pas. D'ailleurs, à l'époque, à 94, comme Arafat a montré des signes de, une certaine trêve, une certaine reconnaissance mutuelle, je ne l'ai pas cru trop. D'ailleurs, je ne me souviens pas où c'était, je crois, à 89. J'ai été invité comme universitaire à Gaza par le maire de Gaza à cette époque, qui s'appelle Abdel Shafi. Oui. Qui était un personnage incroyable. Le maire de Gaza a invité plusieurs universitaires israéliens. J'étais très jeune. Et je suis allé à Gaza sous la protection du maire de Gaza, Abdel Shafi. Et lui, il a critiqué beaucoup Arafat, qui n'a pas cru vraiment l'honnêteté d'Arafat. Lui, il n'a pas accepté tellement les accords de Oslo, Abdel Shafi, mais il a reconnu l'identité israélienne comme fait historique. D'ailleurs, la raison, il a eu une petite copine avant 48, juive. Il était médecin et il a vécu avec une... Abdel Shafi, c'était un grand personnage, à mon avis. Dur à dire, comme on dit, mais il a compris que le sionisme a créé un fait historique qu'on ne peut pas. Mais, à mon avis, à cause des raisons tactiques, a accepté le principe de partage de deux États. Pour vous dire, ça c'est peut-être le plus important. Mais peut-être que Abdel Shafi, comme beaucoup d'autres, pas seulement des Palestiniens, on pouvait aussi voir ça dans des pays comme le Liban avant 1947, et cette vision refusait le partage et aurait plutôt rêvé à une espèce
d'espace, parce que leur référence était l'Empire ottoman, où chaque communauté était plus ou moins tolérée selon des règles un peu différentes. Et je me demande si c'était pas ça, et c'est pas aussi pour ça que le Hamas a de la peine à accepter l'identité israélienne, parce que eux, ils vivent un peu selon les références de l'Empire ottoman, où on avait les communautés religieuses, alors ils n'ont pas de problème à reconnaître une communauté juive. Par contre, pour eux, Israël, c'est encore étranger dans cette vision du monde qui est, à mon avis, héritée et inspirée toujours aujourd'hui de l'Empire ottoman. Vous pensez que ça fait sens? Je voulais vous dire, le 7 octobre n'était pas le résultat des 48 et des 67. Il faut comprendre ça en profondeur. Presque tous les leaders de Hamas, des Sinois jusqu'à Mohammed Def, tous les leaders, sans exception, sont des enfants des réfugiés. Si dans le Fatah, OLP, on trouve des réfugiés, des non-réfugiés, Arafat lui-même n'est pas un réfugié palestinien. Par contre, chez le Hamas, tous les leaders, Sinoir, Mohammed Def et les autres, sont des enfants. Celui qui a fondé le Hamas, c'était un réfugié, Cheikh Yassine. Donc, si vous voulez, le 7 octobre... On se ramène à 48, en fait. Oui, je parle sur 48. Les bases, les raisons de cet éclatement de 7 octobre ne viennent pas de 67. Ce n'est pas 67. Et dans leur imaginaire historique, ce n'est pas 67, c'est 48. Si on comprend pas ça, on ne comprend pas les caractéristiques de la conflit aujourd'hui. Non pas la motivation profonde. Je suis toujours comme historien. Pardon? Et on ne prend, je suis on ne comme comprend historien pas. toujours. On ne peut Vous n'avez donc pas pas compris. comprendre C'est-à-dire la profondeur de la motivation du Hamas aujourd'hui si on ne s'attache qu'à 67. Il faut remonter plus loin et là, on peut comprendre pourquoi le Hamas et la population qui est derrière le Hamas est absolument motivée. Exactement. C'est-à-dire, et moi comment j'ai lu n'importe quoi sur les leaders de Hamas pour connaître leur mentalité politique. J'ai connu beaucoup de Palestiniens, mais chez les Hamas, c'est 48. C'est les Nakba, les sons du 7 octobre. Ce n'est pas l'occupation de 67. Je suis d'accord que les 67 a aggravé beaucoup de choses et a créé un apartheid dans la Cisjordanie, par exemple. Mais la révolte, et si j'attends maintenant de Hamas, ce n'est pas vraiment 67. Je ne crois pas à la retour de 67, 2 États comme 67 ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas ça. C'est la reconnaissance profonde de la Nakba par les Israéliens. Est-ce qu'il n'y a pas encore un mot? Nous sommes très loin de ça. C'est ça le problème. Mais je dois admettre qu'il y a déjà des groupes israéliens qui commencent à comprendre cette fait. Que cette cruauté de 7 octobre ne vient pas de 67. Gaza était encerclée. C'est vrai, mais pas occupée le 7 octobre. Pas occupée. Ce n'était pas des rapports directs comme le Cisjordanie. La haine profonde contre l'existence israélienne a un rapport avec les Nakba. Ils sont des enfants de réfugiés. Et moi, dès la première semaine, je me souviens envoyer un article dans les Haaretz, qui toujours m'a publié pendant des années, le journal Haaretz, qui est le journal libéral israélien. Il ne voulait pas accepter un article de moi qui n'était pas extrémiste. Mais dans l'article, je dis comme ça, je ne comprends pas que les gens qui prétendent qu'ils étaient arrachés de cette terre il y a 2000 ans ne peuvent pas comprendre des gens qui étaient arrachés de cette terre il y a 75 ans. Il ne voulait pas publier l'article à cette époque. Bon, maintenant, il me publie, mais c'était 2 semaines après le 7 octobre. Comment les gens qui prétendent être arrachés il y a 2000 ans ne comprennent pas les gens qui étaient arrachés il y a 75 ans. Pour revenir, je suis pour le compromis, je suis avec Macron pour reconnaître 2 États, mais je ne crois pas.
Je ne crois pas. Je ne suis pas contre, parce que ce serait débile, mais je ne crois pas. Je crois que des gens comme moi doivent continuer de travailler sur les faits. C'est nous qui sommes venus là-bas. L'Europe nous a jetés sur les épaules des Arabes. Moi, je suis un enfant de réfugiés d'Europe. Les premiers 2 ans de ma vie, j'ai grandi dans un camp de réfugiés en Allemagne. Mais, très tôt, j'ai compris qu'on a tombé sur des autres et on a créé des autres réfugiés. Quelle est la solution? Les solutions, j'ai toujours, et je travaille toute ma vie comme historien, pas seulement comme en politique, la reconnaissance mutuelle des deux identités nationales, parce que le sionisme a créé une identité nationale très forte. Chacun qui met en question l'existence d'Israël va détruire le Proche-Orient. C'est ça que je réponds à les Palestiniens que je discute. Non. Israël, c'est l'occupant. Comme l'Israël, c'est la force. Donc, Israël ne reconnaît pas l'identité palestinienne, pas un petit État palestinien. Et vous savez, dans la frontière des 65, vous devez savoir que il y a 2 ans que j'ai commencé de développer et dire, mais je ne peux pas répéter toute ma vie 2 États, comme ce n'est pas une base. Un point de vue démographique, ce n'est pas possible. Regardez les cartes. Je voulais envoyer les cartes démographiques de Palestine entre la rivière et la mer à Macron pour qu'il voit. Vous savez, il y a 2,5 millions, presque 1,5 million de Palestino-Israéliens qui habitent en Israël. Il y a aujourd'hui plus de 800 000 Israéliens qui habitent dans le Cisjordanie. Et ça m'est arrivé quelque chose assez étonnant. Je peux raconter une histoire privée. Hein, une minute. Je nage dans la piscine de l'université de Tel Aviv. Et il y a là-bas un maître nageur, on dit, un maître nageur, oui, palestino-israélien, c'est-à-dire un arabe israélien, très gentil, qui a découvert dans la Wikipédia que je suis, comment dire, Shlomo Sand, et il a plein de sympathie envers moi. Il y a un an, je crois, un peu plus, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous voulez préférer être? Un arabe israélien ou un palestinien hors d'Israël, en Cisjordanie? Comme il a connu mes opinions, il était timide, il ne voulait pas, il savait que ça va me faire mal. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je préfère être arabe israélien. Est-ce que vous comprenez ça? Je comprends tout à fait. Vous savez, il savait que ça ne va pas me plaire. Le droit d'autodétermination nationale. Toute ma vie, j'ai lutté pour le droit d'autodétermination nationale. Vous savez, peut-être à cause que j'ai vieilli, les droits civiques ne sont pas moins importants que les droits d'autodétermination nationale. Vous êtes d'accord? Les droits civiques, j'ai vu des sentiments, j'ai bougé un peu, je ne l'ai pas répondu. Il savait que ça va me plaire, qu'il a dit qu'il préfère être arabe israélien. Mais il a eu raison. La nuit, j'ai pensé toute la nuit. Oui, il a eu raison parce que en Cisjordanie, en Gaza, en Saoudie, en Égypte, en Jordanie, il va vivre différemment. Vous comprenez ça? Beaucoup moins bien. Nuancer un peu mes positions fermes sur le droit d'autodétermination et le concept de 2 États. Vous savez que Begin, Menachem Begin, l'homme de droite israélien, j'ai écrit sur cette chose dans mon dernier livre sur le binationalisme. Menachem Begin, qui est arrivé en Israël au pouvoir, de représenter la droite, à 77. Et dans les discours de recevoir le pouvoir, Menachem Begin a déclaré, il était pour un grand Israël toujours, toute sa vie, mais il a déclaré, on peut trouver la version française dans mon dernier livre sur le binationalisme, du peuple pour un État. Il a dit comme ça, je voudrais garder tout Israël, toute la terre d'Israël,
Mais on ne va pas devenir Rhodésie. À cette époque, 77, c'était les Rhodésie. Pire que les Sud-Afrique. On ne va pas devenir. Chaque Arabe qui veut la citoyenneté israélienne va le recevoir. C'est Menachem Begin. Les citations se trouvent dans mon livre. Bon, jamais un sioniste n'a pas prononcé l'idée. Et je voudrais immédiatement rebondir sur ce que dit Shlomo Sand, sur quelque chose que je viens d'apprendre et que je trouve tout à fait intéressant. Le baron de Rothschild, Edmond de Rothschild, Habaron, qui a été tellement important au 19e siècle parce qu'il a acheté toutes ces terres pour les Juifs et qu'il a sa tombe en Israël, qu'il a la principale avenue qui porte son nom à Tel Aviv, en fait, était un homme qui était tout à fait opposé au sionisme. Il a eu des débats contre Herzl et il ne voyait pas du tout cette façon-là de voir les choses. Et il a eu cette phrase que je trouve très actuelle, où il dit en 1925, à Tel Aviv, dans un discours, il dit « Après le mythe du juif errant, nous ne voulons pas créer le mythe de l'arabe errant. » Vous savez que dans mon livre, je montre que toujours dans le sionisme, il y avait des courants qui a dit, c'est-à-dire des Ahad Ha'am, qui était une des fondateurs du sionisme spirituel, jusqu'à Hannah Arendt. Ils insistaient. Un État juif exclusif ne pourrait pas exister au Proche-Orient. Et Hannah Arendt, à 48, a ajouté, si on va bâtir un État juif exclusif, chaque 10 ans, il y aura une guerre. Ces phrases de Hannah Arendt. Pour vous dire quoi? Et ça, c'est important. Je ne sais pas exactement quelle sera la solution. J'accepte n'importe quelle solution, si vous voulez, pour arrêter cette massacre qu'Israël commis en Gaza aujourd'hui. Mais, et ça c'est important, je crois qu'un État juif exclusif ne pourrait pas exister en Proche-Orient. Je suis d'accord avec Hannah Arendt. C'est pas possible. Et du coup, vous êtes, parce que moi, on s'était parlé au téléphone, j'étais en Israël après le début de la guerre, et en quelques jours, il m'a semblé que de continuer à s'accrocher à la solution à deux États était devenu une dangereuse illusion, à tel point les événements avaient cristallisé les positions des uns et des autres. Je suis allé en Cisjordanie, je me suis baladé j'étais invité à une fête à Tel Aviv, et je dis à ces gens israéliens riches, je dis que j'arrive de Ramallah et de Jéricho. Ils étaient absolument terrorisés. Mon Dieu, mais tu risques la mort. Puis je dis, mais vous n'êtes jamais allé là-bas? Mais non, jamais, penses-tu? C'est impossible. Nous ne pouvons pas aller en Cisjordanie. J'ai vu à quel point, en fait, si on était si loin, si proche. Et je me suis dit, cette espèce d'illusion vers laquelle on crie depuis Oslo, deux États, le 7 octobre, c'était l'acte de décès de cette illusion. C'est tout à fait faux de continuer à espérer ça. Et vous avez maintenant écrit un livre où vous soutenez quelque chose qui est à la fois banal, mais considérant les circonstances, extraordinairement ambitieux, c'est-à-dire un État unitaire démocratique. Moi, je suis plus prudent. Je dis binational, un État démocratique binational qui continuait à garder institutionnellement les deux identités, culturellement, linguistiquement, etc. Donc, ce n'est pas pour moi, c'est plutôt comme chez vous. Au milieu du 19e siècle, la Suisse, oui, était le pays le plus violent en Europe. Oui, ils étaient autrefois. Et maintenant, c'est intéressant que les États binationaux en Europe de l'Ouest, comme les Britanniques, les Belges, oui, ou l'Espagne, par exemple, oui, je crois qu'on ne pourrait pas bâtir vraiment deux États, on pourrait bâtir deux identités, à mon avis, dans un État binational, pour donner les impressions pour beaucoup de Palestiniens que Jaffa n'est pas perdu complètement. C'est une partie de notre patrie. Vous comprenez? Jaffa continue à être une partie de la patrie palestinienne.
Il faut comprendre ça. Et je ne crois pas qu'il y aura des solutions sans que les Israéliens vont comprendre que pour garder leur existence au Proche-Orient, comme Martin Buber a dit toujours, et des autres aussi, pour garder cette identité israélienne, il faut arriver à une autre sorte de compromis avec les indigènes. Maintenant, vous savez, on a cherché dernièrement, Trump et les autres, si les Saoudiens ou les Égyptiens peuvent accepter les malheureux de Gaza, une partie des malheureux de Gaza. Mais pourquoi on n'a pas pensé qu'une partie de eux peut être intégrée dans la Negev, pas loin de Gaza? D'ailleurs, ils sont les meilleurs bâtisseurs des maisons, etc. Ils ont bâti presque toutes les maisons de nord de Tel Aviv. Donc, pourquoi on ne pense pas qu'une partie de solution peut être avec ces deux États, deux identités dans un État? Je ne trouve pas. C'est difficile. C'est difficile. C'est presque inimaginable. Mais si on n'applique pas dans les époques de tragédie l'imagination, Absolument. rien ne va passer. Je voulais justement écrire à Macron. Bon, il peut proposer pour reconnaître l'identité palestinienne, d'accord, qu'on parle sur deux États. Mais quoi? Un État israélien, une Bantoustan à côté? Ce sera un Bantoustan. Parce que personne ne va pas, comment dire, créer une armée à Jérusalem. Vous comprenez? C'est une Bantoustan. Donc, je préfère lutter, continuer à lutter jusqu'à mes derniers jours. Mais il y a la question démographique. J'ai parlé avec celui qui est considéré généralement comme le gourou de la démographie israélienne, qui s'appelle Sergio de la Pergola, que vous connaissez certainement. Pas personnellement, mais j'ai lu toutes les choses qu'il a écrites. Voilà. Et la démographie, avec tous ceux avec lesquels j'ai parlé dans mon périple en Israël, la démographie est au cœur du sujet. Parce que quand on dit Israël est un État juif et démocratique, ce qui est une contradiction que vous avez abondamment illustrée, quand on dit juif non pas parce que c'est fondé sur la Torah ou parce que on respecte le Shabbat. Non, c'est juif démographiquement en supériorité. Et Sergio de la Pergola m'expliquait que selon lui, on tombe sous une proportion dans l'État d'Israël, c'est-à-dire hors Gaza et hors Cisjordanie. Si on tombe dans l'État d'Israël sous une proportion de 80% de juifs, 20% d'arabes, alors l'État juif n'existe plus. Il me semble que beaucoup de juifs entretiennent cet état d'esprit, c'est-à-dire que pour eux, s'ils voient qu'ils ne sont plus protégés par cette dénomination État juif, alors ils n'ont plus aucune raison de rester en Israël et ils vont faire leur valise. Qu'est-ce que vous pensez? Premièrement, la plupart des Israéliens ne peuvent pas faire les valises et partir. Et non comme moi, oui, mais la plupart des Israéliens, non. Ça, c'est une chose. Ouais. Je ne crois pas qu'un État binational sera idéalique. Je crois qu'il y aura 1000 problèmes. Mais une chose importante, je crois que chaque conflit armé, à partir d'aujourd'hui, sera plus en plus grave pour les Israéliens et surtout pour les Palestiniens. Donc, j'ai choisi les pires solutions, c'est-à-dire toutes les autres sont pires. Pourquoi? La différence entre moi et la Pergola, d'ailleurs, je n'accepte pas ces statistiques sur les Juifs dans le monde. Historiquement, je crois qu'il a exagéré. Et vous savez que des gens comme Sergio de la Pergola jamais n'ont pas admis qu'il n'y avait pas un exil des Juifs. Ah non, de ces territoires. Pas du tout. Non, il n'admet pas du tout ça. Et je me souviens, le début de mon travail sur le sionisme, sur Israël, j'ai posé les questions. Je cherchais des livres sur les actes d'exil. Comment les Romains ont exilé les Juifs? Pourquoi il y a tellement de Juifs dans le monde? C'était mon point de départ innocent. J'ai découvert qu'il n'y avait pas un exil. Et j'ai découvert aussi que très vite, j'ai cherché, il y a 7,5 millions, soi-disant, de Juifs en Israël. Je dis soi-disant, parce qu'une partie d'eux, plus de 2 millions
n'est pas classé dans le ministère de l'Intérieur comme juif parce que leur mère n'était pas juive. Entre les émigrants de l'Union soviétique et la Russie, il y a plus de, vous savez, 500 000 qui sont inscrits dans les cartes d'identité autrefois, aujourd'hui dans les ministères, qui ne sont pas juifs parce que leur mère n'était pas juive. Ils sont israéliens, purement israéliens. Il y a beaucoup de soldats juifs russes à Gaza. Pour revenir à une chose importante. 7,5 millions des Israéliens d'origine plus ou moins juive. Maintenant, dans la Cisjordanie, il y a 3 millions de Palestiniens. À Gaza, il y a 2,2 millions, moins 50 000 qui étaient tués dans cette guerre. Et si vous voulez, en Israël, il y a 2 millions, presque 2,5 millions de Palestino-Israéliens. Ensemble, le numéro de Palestiniens est exactement le numéro des Juifs israéliens. C'est-à-dire les deux groupes nationaux sont dans les mêmes, c'est un chiffre. Vous comprenez? C'est les mêmes chiffres. Entre la mer et c'est les mêmes chiffres. Je ne crois pas que c'est facile de jour au lendemain vivre ensemble. Mais l'Israélien vit ensemble. Je voudrais que les gens à Gaza vont vivre comme à Haïfa. Les Arabes à Haïfa. Vous savez, ils sont partout à Haïfa. Bon. Il y a inégalité même à Haïfa. Parce que les Palestiniens ne sont pas comme les Juifs israéliens. Ne sont pas égaux. Parce que l'État appartient aux Juifs du monde. Mais à Haïfa, les Arabes vivent d'une façon beaucoup plus mieux qu'en Cisjordanie et à Gaza. Et je crois que les Arabes de Gaza et l'Arabe de Cisjordanie et de Jérusalem peuvent vivre comme à Haïfa. Vous savez, pour vous donner un exemple, tous les pharmaciens en Israël, à Tel Aviv, au moins à Haïfa et à Jérusalem, sont des Arabes. Vous entrez dans les pharmacies à Tel Aviv, les pharmaciens, 99% sont des Arabes. Mais c'est incroyable, ça. Et d'ailleurs, ils parlent entre eux en arabe. C'est-à-dire pour vous donner les médicaments que vous avez demandé, ils parlent entre eux. Il y a un mois, j'ai été dans les pharmacies à Tel Aviv et ils ont parlé en arabe. Donc, je voulais avoir une faveur. Donc, j'ai dit que je suis Shlomo Sand. Ils ont ouvert immédiatement leur... Ah, Shlomo Sand, l'ami de Mahmoud Darwish. Ah, ils m'ont donné tous, ils ont oublié des choses, mais à me donner des choses. Pour vous dire, tous les pharmaciens à Tel Aviv sont des Arabes. Pourquoi je raconte ça? Parce que la vie ensemble est possible. Et je suis sûr, comme toujours dans l'histoire, les cultures dominantes se propagent. Je suis sûr que beaucoup des Israéliens juifs vont apprendre plus l'arabe et je suis sûr que dans quelques années, tous les Palestiniens vont parler aussi hébreu. Dire ça, aujourd'hui, face à Gaza, c'est un peu farfelu, vous allez dire. Mais on n'a pas un choix. Vous voulez 2 États, de façon passagère? Je ne crois pas d'ailleurs. Je ne crois pas parce que je sais que ce sera un Bantoustan. Et je ne veux pas un Bantoustan à côté d'Israël. Je voudrais que la vie des Palestiniens, qu'on a fait tellement de mal durant les années, vont vivre beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux que les Arabes à Haïfa. Mais regardez de près les Arabes à Haïfa. Si vous étiez en Israël, vous savez en quoi il s'agit. Donc, d'un côté... Mais aussi à Jaffa, aussi ailleurs, évidemment dans des pharmacies. C'est incroyable, ça. Sur des chantiers de construction, et on connaît bien le rôle fondamental des Palestiniens. J'attends pour qu'on bâtisse un nouveau appartement parce qu'on a détruit mon ancien appartement, mais il n'y a pas des ouvrières maintenant. Il y a un problème. La guerre de Gaza a coupé beaucoup des ouvrières. Vous savez, les Gazois sont entrés pour bâtir beaucoup de bâtiments en Israël. Oui, d'ailleurs, c'est fascinant d'aller dans les villages arabes au nord de Tel Aviv, et quand on est reçu dans les familles palestiniennes ou arabes, ce sont des bâtiments absolument splendides, des maisons immenses, très bien construites, très solides, dont on ne peut que rêver en Suisse, d'ailleurs, je dois dire, où il y a toute la famille selon les étages. Je voulais vous dire quel goût. Et un sens de l'hospitalité, évidemment. Maintenant, c'est extrêmement difficile pour quiconque
d'imaginer un chemin qui pourrait mener vers cette coexistence de la Exact. Méditerranée au Jourdain. Moi j'ai aussi écrit un livre hein, sur ma vie professionnelle où il y a un chapitre sur le Moyen-Orient où je dis malheureusement, il me semble que la pente naturelle des choses mène soit au nettoyage ethnique, soit au Bantoustan. Et j'ai exactement utilisé le même terme que vous. Pour changer ce cours naturel des choses, il faudrait une volonté politique très très forte. Alors une volonté politique déjà parmi les deux peuples concernés, or on ne voit pas cette volonté naître. Et puis aussi dans le monde extérieur. Et là aussi, comme on continue, parce qu'on n'a pas d'imagination ou de courage, on continue à se raccrocher à cette vision de la solution à deux États, parce que c'est ce qu'on dit depuis toujours, et puis on ne sait pas quoi dire d'autre. On n'a pas le courage d'imaginer autre chose. Est-ce que vous pouvez imaginer une manière de changer le cours des choses? Ben, c'est de ça qu'on parle. Premièrement, je suis, pour être franc, assez étonné qu'il y a tellement d'Israéliens qui se révoltent aujourd'hui. Je n'ai pas cru que mes amis libéraux vont oser aller tellement loin comme beaucoup des Israéliens aujourd'hui. C'est très important. Juste un chiffre, 30% des réservistes aujourd'hui ne se présentent plus au recrutement. Donc c'est nouveau. C'est-à-dire, moi, avec toutes mes analyses, si vous m'aurez demandé il y a un an s'il y aura tellement de voix israéliennes contre la guerre, j'aurais dit que je ne crois pas. Vous savez, bon, les Israéliens toujours se considèrent comme supérieurs et aussi l'acte du 7 octobre a balayé beaucoup de sentiments. Mais je reçois maintenant plus en plus d'appui et il y a plus et plus d'Israéliens qui commencent à se réveiller. C'est un phénomène vraiment que je n'ai pas attendu. Je n'ai pas pensé que ça peut créer encore à l'époque d'une guerre. Vous savez qu'il y a aussi des soldats israéliens qui meurent. Donc c'est un peu de lumière. Il y a une autre chose. Israël qui était créé à cause de l'antisémitisme, après toutes les analyses du sionisme, elle créait de nouveaux antisémitismes. C'est-à-dire, plus en plus on comprend que l'existence d'Israël avec tous ses exigences face aux Palestiniens créait une haine contre Israël qui se traduit aussi à un certain antisémitisme. Donc, les gens commencent à comprendre. Non, pourquoi j'ai mentionné ça? Je ne suis pas d'accord avec toutes les choses qui se disent sur la guerre de Gaza. Vous savez que je ne nomme pas ça comme génocide. Je crois que c'est une guerre criminelle et colonialiste, les dernières guerres colonialistes, peut-être j'espère, dans l'histoire, qui me rassemble à la guerre des Français en Algérie, qui me rappelle la guerre des Américains au Vietnam. Vous savez, en Vietnam, les Américains ont tué 1,5 million de Vietnamiens. En Algérie, les Français ont tué 600 000 Arabes et Berbères, dont l'Algérie, vous savez, des populations de 9 millions. 9 millions en Algérie. Bon, je compare cette guerre au Gaza à une guerre d'Algérie, une guerre de Vietnam et des autres guerres coloniales cruelles et atroces. Je ne dis pas génocide pour le moment. Et parce que tant que l'Israélien ne tue pas des enfants parce qu'ils sont des enfants palestiniens, vous comprenez? Et tant qu'il y a une résistance Hamas, je ne justifie pas les crimes de guerre. Israël commet chaque jour des crimes de guerre et peut-être des crimes contre l'humanité, mais je n'appelle pas ça génocide parce que je sais que si Israël aurait décidé sur des génocides, il n'y aura pas 50 000 tués dans 20 mois. Il y aura 500 000 tués en mois. Israël est capable de ça et j'ai peur et j'espère que ce ne sera pas demain. Pour revenir, cette, bavardage sur le génocide, une partie, pas complètement, vient des gens humanistes, une partie aussi un peu avec, une sensibilité comme ça. Les peuples de Shoah, oui, ils commettent maintenant un Shoah, vous comprenez? Cette dialectique plaise beaucoup à mes anciens amis que je n'accepte pas. C'est-à-dire,
Israël est pleurnicheur, c'est-à-dire Shoah, Shoah, Shoah. Dès les films terribles de Claude Lanzmann jusqu'à aujourd'hui. Vous savez qu'après le 7 octobre, les amis proches à moi, mes assistants, ont dit « Ah, c'est une Shoah, un mini-Shoah, le 7 octobre ». Vous savez, immédiatement, c'était dans la tête. Il n'y avait pas tellement de Juifs à partir de 45 qui étaient tués à un seul coup, comme au 7 octobre. Moi, je refusais de nommer ça un génocide et je refuse aussi de dire qu'Israël, pour le moment, d'ailleurs, pour être honnête, l'idée de transférer tous les Palestiniens dehors d'Israël existe et est très dangereux. Mais Israël ne peut pas le faire. Ni l'Égypte, ni les Saoudiens, ni les Jordaniens ne vont pas accepter. Et aujourd'hui, Trump aussi a compris que ce n'est pas possible. Alors, en parlant de Trump, on peut aussi parler de Macron, de Merz, de Meloni, de toutes les puissances européennes qui, jusqu'à récemment, ont affiché un soutien inconditionnel envers Israël, un soutien militaire et diplomatique et économique. On est en train d'observer que ce soutien se fissure même gravement. Il y a plusieurs signes qui sont très clairs. Le voyage de Trump au Moyen-Orient, où il évite de passer par Israël, les déclarations de Macron laissant entendre qu'il veut peut-être déclarer la reconnaissance de la Palestine. Pareil aux États-Unis, des élus parlementaires proches de Trump, très durs, droite chrétienne, qui tout d'un coup commencent à dire, au fond, pourquoi est-ce que Israël est un enjeu de sécurité nationale pour nous, etc., etc. À travers toute l'Europe, des manifestations, notamment des manifestations où se présentent beaucoup de Juifs, commencent à apparaître. Est-ce que dans un contexte, imaginons hypothétiquement que Israël perde le soutien logistique, militaire et diplomatique, notamment des États-Unis et des grandes puissances, qu'est-ce qui se passe? Israël, c'est un pays dangereux. Dans quel sens est dangereux? Netanyahu veut une guerre avec l'Iran. Pour le moment, les Américains l'empêchent. Vous savez. Il pousse même à un conflit avec l'Iran sans aucune responsabilité. C'est incroyable. Mais les Américains sont plus prudents, surtout à cause de leur intérêt en Saoudie et toutes les Émirats, etc. Vous savez que je suis contre la guerre contre l'Iran parce que je ne veux pas que l'Iran aura une arme nucléaire, mais je crois que le dernier qui peut poser à l'Iran les conditions de ne pas avoir une guerre nucléaire, ce n'est pas Israël, parce qu'elle garde une arme nucléaire. Et je peux ajouter aussi, si ça vous intéresse, que dans l'histoire du XXe siècle a montré qu'il n'y a pas un rapport direct entre un régime autoritaire et une agressivité extérieure. Staline est l'épreuve de guerre. Je répète, les régimes les plus autoritaires du XXe siècle, pour moi, c'était l'Union soviétique. Mais ni Staline, ni les gens après, on n'a pas mis le monde en danger comme les Américains ont fait dans les années 50. Donc, je suis contre la guerre et les armes nucléaires pour les Iraniens, mais Israël est le dernier qui peut exiger. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'Israël peut faire une démarche irresponsable. Et je ne suis pas le seul. Maintenant, je voulais dire tout à l'heure qu'à propos d'avenir, avec tout mes pessimismes, une chose importante, elle ne dépend pas seulement aux États-Unis, Allemands, la France, au point de vue des armements. Israël est très dépendant sur les positions de lobbies pro-israéliens juifs à côté de la Maison-Blanche. Toujours. Dès 1949, Israël était dépendant de cette lobby. Et cette lobby juif, très pro-israélienne durant toutes les années, commence à avoir des signes d'inquiétude. Parce que si Israël crée un nouveau antisémitisme, ça met en question beaucoup de choses dans la lobby juive. Et l'intérêt égoïste de la lobby juive américaine est plus fort que le soutien d'Israël, à mon avis. Donc, si j'ai certain espoir que quelqu'un peut arrêter cette guerre atroce à Gaza, je pense aussi pas seulement
l'Allemagne, la France et les États-Unis, je pense sur les lobbies juifs pro-sionistes partout, qui commencent à hésiter maintenant parce qu'ils ne peuvent pas défendre cette guerre. Il y a des signes qu'ils ne peuvent pas continuer à défendre cette guerre. Donc, Ouais, si vous c'est-à-dire voulez, c'est qu'aujourd'hui, l'intérêt des lobbies juifs, hein, de faire attention, faire attention. oui, c'était l'idée selon laquelle, euh, euh, enfin, c'est ce débat qu'on a déjà en France depuis de nombreuses années, c'est-à-dire si on est antisioniste, alors on est antisémite. Ce qui est évidemment C'est Macron a très dit ça il y a quelques années aussi. c'est pas dit. Et vous avez eu de longues discussions à la télévision il y a quelques années encore pour essayer de démontrer, et je pense que vous l'avez démontré, que les gens qui ont une double nationalité, disons israélo-française, et qui se battent pour l'extrémisme irrédentiste israélien depuis leur bureau en France, et vous voyez de qui je veux parler, ceux-là sont le moteur aujourd'hui de l'antisémitisme, qui lui-même peut rendre le lobby israélien et juif extrêmement mal à l'aise. C'est vrai que, bon, on m'a classé toujours comme anti-sioniste, même que je me définis toujours non-sioniste pour ne pas créer une impression que je suis contre l'existence d'Israël. Donc je dis, jamais je n'étais pas sioniste, toujours j'étais critique du sionisme. Je sais que la base de ce conflit est la colonisation sioniste, mais j'ai fait attention de ne pas dire anti-sioniste, justement, parce que l'antisionisme aujourd'hui est mêlé avec antisémitisme, et surtout dans l'extrême gauche, je ne peux pas participer aux manifs d'extrême gauche à cause de ça. Vous comprenez? Sur beaucoup de choses, j'ai un problème. Au Soudan, je suis devenu un orphelin. Vous comprenez un peu? Et donc, je répète, le fait que les anti-israélismes aujourd'hui se traduisent aussi avec un antisémitisme commence à inquiéter des gens dans le lobby pro-israélien juif. Partout, il y a des signes d'inquiétude. Moi, j'espère que le lobby pro-israélien juif à Washington, à cause de ces événements, va se mettre plus à arrêter cette guerre qui nuit beaucoup aux Juifs. Chaque semaine, il y a des événements, des attaques, etc. Vous comprenez? Donc, comme je commençais cette interview avec dire que je suis pessimiste, et pourquoi? Je suis Mais pas fataliste, mais pas fataliste. Pas fataliste. C'est dans ma nature et aussi, comme historien, je peux pas être fataliste. Comme philosophe, je pourrais être, mais je suis pas philosophe, je suis historien. Donc, je peux pas me permettre d'être fataliste, mais je suis profondément pessimiste parce qu'un tiers de la société israélienne est profondément raciste, soutient Netanyahou et soutient aussi des massacres à Gaza. Un tiers. Par contre, je dis tout à l'heure qu'il y a des voix israéliennes maintenant qui se relèvent, que moi, je suis surprise. Les lettres que je reçois. Pour vous donner des exemples, il y a un mois et demi, on a invité en Israël de donner une conférence à l'Institut Weizmann. Vous savez, c'est la première fois dans mon histoire. Même les universités de Tel Aviv n'auraient pas été heureuses que je donne des conférences à Tel Aviv. Ils m'ont invité il y a un mois. La première fois dans l'histoire. Donc, ça indique qu'il y a aujourd'hui en Israël un mouvement dans la population qui commence à comprendre qu'aller plus loin dans cette direction serait destructeur. Et pas seulement, ils m'ont expliqué, le directeur de Weizmann m'a expliqué, j'étais étonné, pourquoi vous m'invitez, moi, comment dire, je suis une menace. Il a dit, votre article, le fait que vous avez nuancé le génocide, c'est une chose. Et le fait que vous avez dit, et je dis que le jour que les manifestants ne vont pas créer from the river to the sea, Palestine has to be free, mais il faut créer from the river to the sea, everybody has to be equal and free. Everybody. C'est la raison qu'on a décidé de vous inviter quand même, malgré que vous avez écrit comment le peuple juif est inventé.
Et les conversations avec 60 membres de Weizmann, scientifiques, même prix Nobel étaient entrevus, m'a rendu un peu plus optimiste parce qu'ils étaient pleins de questions. Ils ont eu beaucoup de questions. Il y a un an, jamais on m'aurait pas invité à Weizmann de donner une conférence devant tout le monde. Vous comprenez? Moi, les démons. Non, vous savez, moi, les démons en Israël. Je sais. D'ailleurs, le plus intéressant était pour moi, beaucoup d'entre eux n'ont pas lu mes livres, ni mon livre sur le peuple juif. Ils ont pensé beaucoup que je dis que c'est seulement le peuple juif qui était inventé. Comme dans les préfaces de mon livre, je dis que tout le peuple, l'État-nation l'ont inventé en arrière. Même le peuple, l'État français a inventé les Gaulois et l'origine et tout ça. Et dès qu'ils ont eu le mythe des peuples juifs est généralisé, ils ont ouvert leurs oreilles, c'est incroyable. Et aussi le fait que je définis la guerre de Gaza, qui est une guerre criminelle, coloniale, mais pas génocide. C'était important pour eux. Je dis, c'est plus devenir. Vous nous donnez espoir parce que vous nous dites qu'il y a un potentiel, il y a des courants un peu souterrains, pas tellement évidents. Je crois que ce qui trouble notre jugement, c'est qu'on ne voit pas nécessairement ces courants souterrains. Nous, ce qu'on voit, c'est Netanyahou qui est au pouvoir depuis bientôt, depuis 2009, donc ça fait 16 ans, pour la deuxième fois, qui a fait alliance avec des personnages comme Smotrich Ben-Gvir qui prônent ouvertement le nettoyage ethnique, pour pas dire le gros mot, et puis une opposition qui a pas l'air très sûre d'elle-même, qui sait pas dire les bonnes choses, qui sait pas arriver avec une vision comme celle que vous avez. Donc, le seul espoir, ça serait un renouvellement, mais par le bas, fort, de la classe politique israélienne, qui pourrait apporter cette bouffée d'air et cet espoir. Est-ce qu'on vous a bien compris? Je ne crois pas que les contestations minoritaires aujourd'hui peuvent devenir demain majoritaires. Non, je ne crois pas. Mais, vous savez, il y a une dialectique. Et comme Israël, c'est un petit pays, un petit peuple, il dépend beaucoup des choses extérieures. Il y a un tiers de la population qui est très à droite, c'est-à-dire extrême droite. Mais je voulais vous dire, ce n'est pas spécifique à Israël. On a vu hier en Pologne. C'est-à-dire, il y a un problème général dans le monde, des sortes de populisme de droite et aussi un populisme de gauche, qui deviennent irrationnels et plus nationalistes qu'autrefois. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde que Trump, Poutine, Xi et Modi sont les grands leaders, non, de ce monde. Et hier, on a vu en Pologne aussi. Comme je suis d'origine polonaise, je suis sensible à ça. D'accord? Donc, il y a un phénomène général que je ne veux pas entrer dans cette discussion aujourd'hui. Quelque chose passe avec une sorte de populisme qui monte partout, qui est fort partout, qui peut amener à des catastrophes. En Pologne, en Palestine aussi. Les voies les symbioses entre l'islam, moi je suis pas contre l'islam, ni contre le judaïsme, je suis pour la symbiose nouvelle entre religion et nationalisme, qui est tellement dangereux en Israël et tellement dangereux chez les Palestiniens, cette symbiose. On a terminé les symbioses entre socialisme et nation, on est arrivé au XXIe siècle à symbiose entre nationalisme et religion. Et c'est ça le danger. Donc, si vous voulez, les tiers de la population israélienne, comme partout, c'est poussé vers un extrémisme national religieux. Smotrich et Ben-Gvir, tous les deux, sont traditionnalistes religieux. Si Martin Buber était réveillé, parce qu'il était un homme très religieux, à mon avis, il aurait quitté le judaïsme aujourd'hui. En voyant qu'est-ce qui se passe avec la population israélienne. Sauf que cette population qui soutient Netanyahou jusqu'à bout, et peut tuer des milliers de Palestiniens demain, est tellement dépendant de
monde extérieur qui ne peut pas faire de grandes choses sans le monde extérieur. Je suis qu'il y aura, comment dire, un boycott des armes aujourd'hui en face d'Israël. Un boycott des armes. Alors, si je peux juste rebondir là-dessus, David. Hier, avec une soixantaine de collègues anciens ambassadeurs de Suisse, nous avons lancé un appel au gouvernement suisse, public, qui a été très diffusé, pour demander exactement ça, la fin de la coopération militaire et la fin de la coopération dans le domaine du renseignement avec Israël. Avec d'autres choses aussi, notamment sur les produits israéliens des colonies, sur les colons violents aussi, certaines sanctions contre eux. Mais maintenant, on ne peut plus se contenter de condamner. Il faut prendre des mesures et il faut passer aux actes. Et je sais qu'en Europe, il y a des mouvements similaires. Et puis, je vous parlais justement du fait qu'Israël est seul et isolé. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec le lâchage possible de l'Europe et des États-Unis d'Israël. Maintenant, pour revenir un tout petit peu en arrière, je vais faire un peu de la politique fiction, mais ça me semble pas inutile. Est-ce que, au-delà des morts et de la terreur du 7 octobre, est-ce que le but du Hamas n'était pas précisément de pousser Israël à la faute, de savoir qu'en l'attaquant de cette façon, Israël allait surréagir et commettre des erreurs qui, au final, lui coûteraient ses soutiens internationaux sans lesquels elle ne peut pas vivre. Je vous parle de cela parce que je vis, moi, à Belgrade et que la Serbie a eu une expérience similaire. Au début des années 90, avec la dislocation de la Yougoslavie, la Serbie est entrée comme un pays vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, un héros de l'antifascisme, etc. Et puis la Croatie a fait mine de vouloir faire séparation et a provoqué l'armée yougoslave. Le résultat, ça a été la prise de Vukovar en novembre 91, qui a été un bain de sang et pour lequel le président croate s'est assuré d'avoir des caméras absolument partout pour documenter et montrer à la face du monde à quel point la Serbie n'était pas un État civilisé, que c'était un État génocidaire, etc. Et en quelques mois, quelques années, la Serbie a perdu tous ses soutiens internationaux et 30 ans plus tard, elle reste relativement isolée. Et je me demande si c'est pas la même dynamique et la même stratégie qui a animé le Hamas en attaquant, si vous voulez, en piquant le lion, en espérant qu'il surréagisse de manière à démontrer à la face du monde, vous voyez, il n'est pas humain, il n'est pas crédible. Hélas, j'aimerais croire ça, mais tous les documents qu'on a sur Hamas et les préparations de 7 octobre montrent qu'ils étaient sûrs qu'il peut arriver à Jérusalem. C'est-à-dire, c'est étonnant de voir ça de près, mais beaucoup de documents, je suis en train d'essayer d'écrire un roman sur ce sujet, parce qu'il y avait ceux qui ont averti, c'est-à-dire. Mais, regardez les documents, et on voit qu'ils ont pensé vraiment arriver jusqu'à Rehovot, Yavne. Vous savez, ils ont occupé le 7 octobre toutes ces places qu'ils ont venues, c'est-à-dire la plupart des lieux qu'ils ont conquis le 7 octobre étaient les lieux qui sont devenus, leurs familles étaient réfugiées. Mais il y avait des plans arrivés jusqu'à Rehovot, jusqu'à Jaffa. Ils ont même partagé entre eux les pouvoirs. C'est triste à dire, mais cette pensée sophistiquée que vous avez exposée, hélas, il y avait peut-être des gens comme ça, mais on n'a pas d'évidence. Et hélas, je crois que les membres de Hamas sont moins intelligents politiquement qu'on voulait croire. Je ne connais pas personnellement des membres de Hamas. Je vous avais dit que j'ai connu le maire de Gaza, Abed El-Shafi, qui était très sophistiqué et il savait qu'est-ce que c'est Israël et comment il faut combattre Israël.
Mais je ne crois pas que les Hamas ont fait ce calcul, intéressant d'ailleurs, qu'Israël sera isolé. Mais si il y a une démarche qu'ils ont fait qui a un rapport avec ça, est-ce qu'ils ne savaient pas que Tzahal est tellement cruel, peut être tellement cruel? S'ils ne savaient pas ça, que Tzahal peut être cruel, ce n'est pas un mouvement national des opprimés que je peux le soutenir. Vous comprenez? Je soutiens tous les opprimés partout, mais ça veut dire pas que je justifie les pensées et même les actions violentes des opprimés. Vous savez, comme historien, dès Spartacus jusqu'à aujourd'hui, je sais que les opprimés n'étaient pas gentils dans les révoltes. Et j'ai toujours, très tôt, j'ai critiqué Frantz Fanon et Jean-Paul Sartre qui ont pensé que les violences peuvent créer une libération. J'ai dit que la violence peut créer la violation avec de nouveaux autoritarismes. Toujours. On voit qu'est-ce qui s'est passé au tiers-monde. La violence des opprimés a créé de nouveaux autoritarismes partout. Est-ce que je n'ai pas raison? Bien sûr. Donc, c'est la raison que je suis très prudent avec ça. Je continuais à soutenir les oppressés. Les opprimés, pardon. Je continuais toujours, partout. Mais ça ne veut pas dire justifier les démarches. Et je ne crois pas que les démarches de Hamas étaient tellement sophistiquées qu'ils ont pensé sur les réactions des Européens. Peut-être vous avez raison. On va voir bientôt. C'est vrai, je suis pas sûr des choses que je dis. Mais peut-être vous avez raison. Il a fallu 100 ans pour comprendre les causes profondes de la Première Guerre mondiale grâce aux travaux de Christopher Clark. Je suis pas sûr qu'il faudra beaucoup moins de temps pour comprendre très précisément ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce qui est certain, ce qu'on a un petit peu oublié, c'est que juste avant le 7 octobre, sur l'agenda international, la question palestinienne avait pratiquement cessé d'exister. C'était tout en bas des Le 7 octobre, priorités. C'était le rapprochement ou l'établissement de relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et Israël. Exactement. Je suis d'accord. La poursuite Mais des cet accords accord est surgi à cause de ça, à cause de cette sorte de manipulation des Israéliens, des Saoudiens, des Américains pour finir avec les questions palestiniennes. Le 7 octobre a éclaté. La date était choisie justement contre les Saoudiens et Israéliens. Vous avez tout à fait raison. Mais est-ce qu'ils étaient tellement sophistiqués comme vous avez supposé? Je me doute, mais je ne peux pas contredire. On saura dans 100 ans, on en reparle dans 100 ans. Pour le mot de la fin, parce qu'on doit de toute façon à un moment donné conclure, comment est-ce que vous voyez les choses se développer dans les mois qui viennent? Comment est-ce que vous sentez les choses? Très difficile. Très difficile. Pourquoi? Parce que Netanyahu, c'est un type à la fois pas intelligent, mais très malin. Pas très intelligent. Il ne comprend pas les contextes, etc. Mais il est malin. Son but n'est pas garder Gaza. Son but est rester au pouvoir. Bon, c'est ça. Exactement comme Orban, Erdogan. On a des leaders partout comme ça. Vučić en Serbie. Donc, c'est difficile, mais je crois que si l'Allemand, vous savez, après les États-Unis, c'est l'Allemand le fournisseur des armes. Ce n'est pas la France, c'est les Allemands. S'il y aura un courage des Allemands de faire un boycott des armements, à ce moment-là, Netanyahu va comprendre que il n'est pas suffisant de garder son troupe en Israël. Il faut continuer à avoir le soutien du monde occidental, oui, sinon Israël va se perdre. C'est la seule chose. J'exige maintenant la France et les Allemands et les États-Unis de réduire au moins les armements lourds qu'ils fournissent à Israël. C'est la seule chose, je crois, parce que Netanyahu n'est pas sensible des contestations des intellectuels et des universitaires, etc. Il a une méprise profonde. C'est très intéressant parce qu'il est un fils d'un historien. Il est un fils d'un historien qui méprise les intellectuels. C'est très rare, d'ailleurs. Et son fils est pire que lui. Donc, c'est difficile. C'est-à-dire les populaces, le populisme religieux de droite est très fort en Israël. Très fort. Il n'y a pas
en cours de recherche, des statistiques, de où vient cette foule. Mais ils n'ont pas aucune restriction morale. C'est-à-dire l'éducation profonde était que le peuple juif est un peuple élu. Vous comprenez? C'est un peuple élu. Ça justifie tout. Donc, c'est très difficile d'envisager. Malheureusement, je n'attends pas grand-chose de la résistance en Israël qui a commencé, qui me chauffe le cœur. Je vois des gens que j'ai connus qui ouvrent la bouche, comme par exemple mon ami de l'université de Tel Aviv, Eli Barnavi, qui s'exprimait contre la guerre. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'il prend des positions actuellement ouvertes. C'est un bon signe parce que, vous savez, ce n'est pas le courage, mais c'est le vent des temps. Ça commence dans l'intelligence israélienne, un certain vent. Ils se sentent mal avec cette tuerie à Gaza, oui. Et surtout, vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons que les photos forgent les consciences politiques plus que les paroles. Les photos qui viennent de Gaza, oui, sont très fortes. Et qu'une parole ne peut pas, comment dire, nier les photos. Et les photos que nous recevons de Gaza sont terribles. Donc, ça commence à toucher. Et les grandes, comment dire, le populisme de droite reste fort. Reste fort, et tant que les lobbies juifs américains continuent à soutenir, on ne pourra pas arrêter. Bon. Eh bien, espérons qu'on vous entende. Espérons que les peuples occidentaux comprennent l'urgence dans laquelle ils sont, que si je peux le formuler de cette façon, pour sauver Israël, il faut désarmer Israël. Exactement, c'est belle formule. Pour sauver Israël, il faut désarmer ça. C'est vrai. C'est les phrases les plus intelligentes qui étaient dites dans notre conversation. Merci. Non, vraiment. Merci. Et encore infiniment merci, professeur Sand, pour votre participation à cette discussion. C'est mon plaisir. Nous sommes heureux et nous espérons dans les mois qui viennent avoir à nouveau le plaisir de contribuer avec vous à une discussion aussi utile que celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur. Au revoir. Merci à vous. Bonsoir.